Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. Bienvenue dans Santé Future, votre rendez-vous dédié à l'innovation et à l'avenir de la santé. Pour inaugurer cette saison, focus sur les thérapies de demain, des traitements capables de guérir certains cancers, d'agir sur le vieillissement ou encore de réparer l'ADN lui-même. Ces perspectives qui semblaient hier encore relever de la science-fiction sont aujourd'hui au cœur des laboratoires et des débats. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Rosalie Maurice, responsable du domaine santé à la direction innovation de BPI France. La petite touche pimentée de l'émission est toujours au rendez-vous. Je parle bien sûr d'Hervé Bonneau et de son édito. Hervé qui nous embarque au cœur de l'innovation avec un florilège d'avancées médicales qu'il a sélectionné pour nous. Et dans la pépite santé, j'accueillerai Clarisse Terrasson, cofondatrice de Maison Soma, un tiers-lieu dédié aux soins de support pour les patients atteints de cancer, mais aussi pour leurs proches. C'est parti pour une nouvelle émission. Et j'accueille donc notre invitée. Bonjour Rosalie Maurice, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente. Et salut Hervé. Salut Alix. Tu as passé de bonnes vacances? Excellent, merci. Et on ne change pas une équipe qui gagne. On démarre avec ton édito. Aujourd'hui, tu nous emmènes au cœur des révolutions médicales qui s'annoncent et on frôle la science-fiction. Absolument. Donc évidemment, je ne vais pas vous parler des révolutions déjà vertigineuses qu'on nous propose sur le traitement des cancers par des vaccins, la fin du sida qui est déjà une maladie chronique et qu'on va pouvoir contrôler avec une seule injection par an d'un antirétroviral, des greffes de neurones pour traiter la maladie de Parkinson ou du vaccin contre le mauvais cholestérol. Il y a une idée encore plus folle qui germe dans les laboratoires actuellement, c'est de se dire que la vieillesse est une maladie comme les autres. Et donc une vieillesse qui devient une maladie, c'est une maladie curable. Donc nous avons des traitements sénolytiques. Et ça peut paraître un peu dingo, mais oui, on va pouvoir réparer des cellules. Et ça marche déjà très bien chez la souris. On arrive à les faire rajeunir. Et chez les souris, on arrive à faire disparaître l'arthrose et l'ostéoporose en réinjectant des cellules. C'est quand même assez formidable. Et chez l'homme, on est déjà aux essais sur la DMLA, avec la sénolyse et la réparation de la rétine. Donc c'est incroyable, vieillir va devenir l'histoire ancienne. Et une idée encore plus folle émerge dans les laboratoires. Oui, un truc encore génial qui est encore plus génial, la cryonisation. Et c'est pas un fantasme au sens où il y a déjà des centaines de gens qui en bénéficient. C'est une pratique expérimentale absolument non validée scientifiquement et totalement interdite en France. Là, je mets les bornes. Merci de préciser. L'idée, c'est... Oui, mais ça existe en Espagne, en Suisse, donc... on est concerné. Donc l'idée, c'est qu'à son décès, le corps d'un patient est congelé dans l'azote liquide, moins 196 degrés, dans l'espoir qu'un jour, dans 50 ans, dans 100 ans, on puisse guérir les maladies qui ont provoqué le décès. Donc ce que je disais, c'est que ce n'est pas de la science-fiction. Ça existe, et il y a déjà des centaines de gens qui bénéficient de ça. Et on va donc avoir des footballeurs éternels. Je trouve que c'est beau la science. C'est beau. Est-ce que tu peux nous donner des noms de sociétés, des exemples de tarifs? Oui, donc j'ai regardé. Donc à Berlin, Tomorrow Bio, cryopréservation du corps entier, 200 000 euros. Mais il y a l'alternative où on se contente de décapiter le cadavre. L'option cerveau seul, 75 000 euros. Étonnant, le corps étant conservé en Suisse. Et il y a exactement la même offre aux USA et à Valence, en Espagne. Donc on est quand même cerné. Et comme quoi il y a un vrai marché, eh bien, il y a déjà du dumping qui existe. Et il y a une boîte en Russie qui s'appelle Cryorus. Et tout est vrai dans ce que je vous raconte, c'est ça qui est beau. Pour les riches éternels, le corps entier, 36 000 $. Le cerveau seul, 15 000 $ pour les Russes, 18 000 pour les étrangers. Donc leur promesse, pour vivre heureux, vivons congelés. Merci beaucoup Hervé. T'en dis quoi toi? On commence à négocier avec le diable pour gagner quelques années de plus? Absolument. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou un cauchemar. Ça me rappelle évidemment le pacte de Faust, Goethe, 1803. Est-ce qu'on vit plus heureux quand on vit plus longtemps? C'est une vraie question. Et pour finir, Goethe le même disait mourir est une distraction. Si l'on pouvait abolir la mort, on n'aurait plus rien à se dire. Poète. Rosalie, je me tourne vers vous. Ces traitements quasi futuristes, vaccins anti-cancer, lutte contre le vieillissement, c'est réaliste ou c'est trop spéculatif à ce stade?
Alors, il y a beaucoup de choses qui sont quand même en marche aujourd'hui dans les thérapies de demain. Tout ce qui est, par exemple, thérapie génique ou thérapie cellulaire, Oui. sont des choses qui existent, où on est capable de modifier le gène qui est défectueux pour pouvoir le réinjecter On va et que la pouvoir cellule en parler un peu plus, oui. travaille dessus. Donc, c'est des choses qui sont en train de se développer. Après, il y a quand même, on arrive à congeler des ovocytes. Il y a quand même à moindre mesure des choses qui existent. Après, on n'en est pas, on n'en Oui. est pas là, quoi. À ce niveau de science-fiction. Merci beaucoup Hervé, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On passe au focus invité. Et c'est le focus invité. On a entendu Rosalie dans l'édito d'Hervé que la médecine prépare des révolutions vertigineuses. Et vous êtes au cœur de cette transformation finalement. Vous pilotez le domaine santé chez BPI France depuis 2011. Vous accompagnez des biotech, des medtech et des projets e-santé. Comment est-ce que ça se traduit concrètement, votre mission sur le terrain, notamment pour les biothérapies et la bioproduction ? Au sein de BPI France, je travaille à la direction de l'innovation où j'accompagne les entreprises pour les financer en subventions et avances récupérables. C'est-à-dire qu'on regarde les projets, on sélectionne les projets en fonction du stade de maturité, ça peut être très early ou pas, pour pouvoir partager le risque avec l'entrepreneur pour des phases très risquées, très amont. Et ils arrivent en disant, voilà, j'ai un projet de développement de thérapie cellulaire, le projet me coûte 5 millions, comment on peut partager, comment on peut mettre jusqu'à, par exemple, 2 millions d'euros en subvention ou en avance récupérable. Ça veut dire qu'on avance l'argent et on récupère l'argent si le projet est un succès. Si le projet est un échec, eh bien, on ne récupère pas l'argent, on a partagé le risque avec l'entreprise. Donc, c'est tout un process, j'allais dire, après, pour essayer de un process qui est long. Alors, ça dépend des projets. Plus c'est des projets pas très chers, j'allais dire, plus c'est rapide. Mais on a des concours à l'innovation, Innov, où entre le moment où on dépose les dossiers et le moment où on envoie le contrat, il y a 6-8 mois. Et puis, il y a des projets qui peuvent être un peu plus longs. Et puis, on en reparlera peut-être, il y a les directions régionales qui sont là pour être un peu partout en France. On a 50 bureaux. Donc, l'idée, c'est qu'ils soient vraiment très proches des entrepreneurs, qui leur expliquent comment faire, comment déposer un dossier. Et là, ça peut être très rapide pour mettre en place une aide dans le mois, très facilement. Vous, à titre personnel, vous avez une longue expérience dans l'animation des écosystèmes santé et le montage de projets innovants. Comment cette expérience vous aide-t-elle aujourd'hui ? Alors moi, j'ai un background scientifique. J'ai fait une thèse de sciences et un postdoc à San Francisco sur de la correction de gènes, d'ailleurs. Et j'ai ensuite travaillé chez Medicine où j'ai appris finalement, au-delà de la science, comment monter des projets innovants, comment développer une stratégie financière, une stratégie clinique, comment développer des partenariats, mettre en place des projets et bien connaître l'écosystème de la santé en France et l'écosystème de l'innovation pour effectivement arriver à bien connaître l'écosystème, les entreprises, les innovations, qu'est-ce qui est le plus innovant, qu'est-ce qui est le plus risqué, comment essayer d'anticiper, voilà pourquoi ce projet a plus de risques de se développer ou non. Donc c'est un peu bien connaître ce qui se passe et pouvoir analyser scientifiquement, techniquement, parce que la santé est quand même très technique et très particulier, le mécanisme. Donc analyser techniquement et puis après, j'allais dire, avoir une analyse plus 360 du projet pour pouvoir accompagner au mieux ces entrepreneurs. Oui, vous accompagnez donc ces projets de la recherche à la mise sur le marché. Quels sont aujourd'hui les principaux défis à relever pour que ces innovations bénéficient aux patients ? Alors, il y a pas mal de choses parce que le marché de la santé, c'est un marché qui est très réglementé et heureusement parce que finalement, c'est pour la santé des humains, des patients et voire demain des personnes qui ne sont pas encore patients parce qu'on essaye d'aller vers la prévention. Donc, c'est très réglementé, c'est très long. Il y a plusieurs étapes. Donc, développer, par exemple, dans les thérapies un peu de demain, de biothérapie dans la cellule, puis être sûr que ça marche chez l'humain, faire des phases cliniques, être sûr que c'est pas toxique, est-ce que c'est efficace, comment c'est efficace, quelle est la dose. Donc, il y a des phases cliniques qui sont longues. Et ça
c'est vrai que c'est des temps de développement qui sont longs, donc c'est cher. Oui. C'est cher parce qu'il faut s'assurer de toutes les étapes. Et donc ça, c'est aussi des défis de pouvoir arriver ensuite jusqu'au patient, pouvoir être développé, pouvoir être produit. Il y a le problème de production. Donc, c'est tout un système qui est assez long et pour arriver finalement à avoir des thérapies innovantes mais efficaces et puis safe, j'allais dire sans effets secondaires, en tout cas le moins possible, ou avoir un ratio équilibre risque-safety qui soit bénéfice pour le patient. Et justement, BPI France soutient la souveraineté sanitaire et industrielle. Pourquoi cet enjeu, il est tout aussi stratégique que l'innovation en elle-même? Alors les deux sont liés un peu pour moi parce que finalement, il faut qu'on finance l'innovation. Mais on voit qu'il y a des enjeux de souveraineté et des enjeux sanitaires. On l'a vu avec la crise Covid sur est-ce qu'on a la capacité d'avoir des vaccins chez nous, j'allais dire, soit produits en France, soit avoir la capacité de production pour pouvoir avoir des médicaments innovants accessibles aux patients français. Donc c'est vrai qu'on travaille sur différents sujets de faire des essais cliniques en France, produire en France et accéder au marché français. Et ce qui sous-entend aussi d'avoir un système de soins qui est capable de payer aussi ces innovations. Oui. Donc nous, en tant que banque publique d'investissement, et en plus on gère des fonds pour le France 2030, qui est un plan d'investissement, c'est développer des entreprises, mais aussi développer des entreprises et améliorer le système des Français pour un système adapté au système de soins français, sachant que les systèmes de soins sont un peu différents dans tous les pays. Et en France, aux États-Unis, en Chine, c'est encore plus différent. Donc il faut aussi Oui, en France, on a les bonnes conditions pour permettre à ces innovations de rester sur le territoire. Alors, en France, on a plein de bonnes idées. On est très, très bon sur le développement des entreprises. On a des laboratoires académiques qui sont très bons. C'est vrai qu'on a un plan Deep Tech chez BPI France pour accompagner la création d'entreprises dès les phases très amont. Et c'est vrai qu'en santé, la majorité des nouvelles idées, alors un peu moins en santé numérique, mais viennent des laboratoires académiques et des brevets. Donc sur cette partie très amont, on est très bon, on peut vraiment accompagner les entreprises. Sur les parties plus aval, on est moins bon, ça c'est sûr. Sur la produire à grande échelle. Finalement. Alors produire à grande échelle, on s'est équipé de capacités de production, on est meilleur qu'avant, mais c'est des capacités de levée de fonds, des grosses levées de fonds. Série B, série C, d'avoir aussi des capacités de phase 3. Les phases 3, ça coûte très cher, plusieurs centaines de millions d'euros. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple d'arriver à lever tous ces fonds pour développer ces phases 3. Souvent, le business model des entreprises, c'est finalement vendre des molécules qui sont en phase 2 ou même avant, à des grands groupes qui ont la capacité à mener à bien et arriver sur le marché. Donc, il faudrait qu'on arrive à avoir des capacités de levée de fonds un peu plus supérieures pour arriver à avoir des ETI, des grands groupes et encore plus d'innovation sur le territoire français. Et alors, quelle tendance du secteur est-ce que vous observez cette année les tech bio à la croisée de la biologie et du numérique? C'est une tendance que vous voyez s'accélérer? Alors clairement, oui, la tech bio, c'est en fait comment l'intelligence artificielle. Alors c'est majoritairement l'IA. Il peut y avoir aussi d'autres Vous avez des exemples technologies numériques. Par exemple, il y a des entreprises comme Akemia qui développent des nouvelles molécules grâce à l'intelligence artificielle et de la physique inspirée du quantique, qui permet de développer des molécules beaucoup plus rapidement qu'avec des technologies qu'on avait avant, par exemple toutes les phases d'identification de leads, de molécules, de toxicité, d'évaluation. Et donc que permet l'IA dans ce cas précis? Et ça compresse complètement les délais, c'est-à-dire il y a eu des publications récemment où au lieu d'avoir 5 ans sur ces échelles, on arrive à 18 mois. Donc on réduit complètement les délais et du coup on est encore plus efficace dans développer des médicaments et en plus ça coûte moins cher. Donc, on va pouvoir accélérer, j'allais dire, la tendance pour développer des molécules. Et ce qui est vrai sur l'amont du développement de médicaments
Et aussi vrai sur l'aval, où les essais cliniques sont longs, fastidieux, il faut trouver les patients. Donc, on a de l'intelligence artificielle pour aider à recruter les bons patients au bon moment, ceux qui peuvent rentrer dans ces essais cliniques. Donc, ça accélère les essais cliniques. Et en plus, on peut avoir ce qu'on appelle... des bras synthétiques, c'est-à-dire faire des essais cliniques in silico avec des données et aller encore plus vite. Donc, sur les phases amont et sur les phases aval, on va gagner beaucoup de temps grâce à cette intelligence artificielle. Et il y a d'autres tendances que vous voyez émerger? Alors, l'IA est vraiment clairement partout. Après, sur les thérapies, ce qu'on appelle plutôt les biothérapies, parce que c'est quand même un secteur qui est en forte croissance, c'est un enjeu économique et de souveraineté. C'est à peu près 25% en termes de chiffre d'affaires des médicaments. On a des thérapies cellulaires, thérapies géniques, et on a, par exemple, tout ce qui est ce qu'on appelle des ADC dans notre jargon, c'est-à-dire des anticorps qui sont couplés à des médicaments qui sont très efficaces. Et l'anticorps sert un peu de GPS pour cibler vers la cellule cancéreuse pour pouvoir larguer le médicament. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se développer pour avoir encore moins de toxicité, c'est-à-dire moins d'effets secondaires et des thérapies très ciblées. Et ça, quand est-ce qu'on peut espérer que les patients en bénéficient à grande échelle ? Alors, on a des phases cliniques, des phases 3, pas forcément en France, mais en Europe, et on commence à avoir les premières molécules de des ADC qui arrivent sur le marché. Ça, c'est des choses qui sont, j'allais dire, assez poussées. Après, il y a des choses qui sont un peu plus amont, comme l'ARN. L'ARN, on en a parlé sur les vaccins, mais c'est des choses qui sont en train de se développer aujourd'hui pour d'autres pathologies, des cancers. Et ça, c'est pas encore sur le marché, mais on y va. Vous préparez la publication d'un rapport sur les biothérapies et la bioproduction. Quels grands enjeux va-t-il mettre en lumière ? Effectivement, on sort un rapport avec nos partenaires, MapDesign, qui nous permet un peu d'avoir une visibilité de ce qui se passe en France sur ces biothérapies. Et puis de voir un peu comment l'écosystème et les entreprises évoluent. Donc on voit que c'est un écosystème qui est de plus en plus mature parce qu'on voit qu'on finance de plus en plus de phases aval. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup de précliniques phase 1. Aujourd'hui, l'année dernière, on avait un tiers de projets qu'on finançait qui est en préclinique, un tiers en phase 1, un tiers en phase 2. Donc ça montre vraiment qu'on est en train il y a une évolution, d'avoir un écosystème qui est de plus en plus mature. On voit aussi que finalement, les États-Unis et la Chine sont les premiers en termes de nombre de molécules en développement. Mais la France est deuxième derrière l'Europe. Donc on n'a pas à rougir. Mais il faut qu'on arrive à maintenir un peu cette dynamique et de maturité de cet écosystème des biothérapies. Rosalie, il y a quelques jours, vous étiez présente à l'événement Big 2025 de BPI France à Bercy Accor Arena. Quel message est-ce que vous retenez de cette édition pour le secteur de la santé ? Alors, c'est un super événement, hyper dynamique. C'est plein d'activités. J'avais dit, on avait une bulle sur tous les ateliers des thématiques de la santé à appréhender, la cybersécurité, justement sur les nouvelles technologies de la biologie de synthèse, par exemple, sur comment exporter au Maroc. Donc, je pense que ce qui est important dans ce type d'événement, c'est de pouvoir un petit peu discuter avec tout le monde, désiloter un peu ce secteur de la santé entre les médecins, les startups, les grands groupes, les labos, et justement de pouvoir discuter, d'appréhender des synergies pour aller encore plus vite dans le développement de ces entreprises et de ces thérapies pour aller chez le patient. Parce que finalement, c'est compliqué d'être entrepreneur aujourd'hui. Donc, on est là aussi pour les aider, les accompagner sur toutes ces problématiques. Et c'est vraiment un événement qui permet un peu d'ouvrir les yeux et de regarder un peu ce qui se passe et de sortir de son usual business. Très carré, ouais. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant pour les entreprises du secteur. Merci beaucoup Rosalie pour cet échange riche. Rosalie Maurice, responsable du domaine santé chez BPI France. On passe à la pépite santé. Et on termine cette émission avec la pépite santé, bien sûr. Hervé is back.
Re-bienvenue Hervé. Et pour cette première pépite de la saison, on accueille Clarisse Terrasson, cofondatrice de Maison Soma. Bienvenue Clarisse. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Clarisse, en France, 4 millions de personnes vivent avec un diagnostic du cancer et 430 000 nouveaux cas sont détectés chaque année. Ce sont vos chiffres. Maison Soma est un tiers-lieu dédié aux soins oncologiques de support pour les patients et leurs proches. Pour commencer, un peu de contexte, qu'entend-on exactement par soins support, de support ? Alors, les soins oncologiques de support, aujourd'hui, c'est tous les soins paramédicaux et de bien-être qui permettent à la fois de diminuer les effets secondaires liés au traitement contre le cancer et d'améliorer la qualité de vie et l'état de santé des patients. Est-ce que vous avez des exemples ? Bien sûr. Concrètement, ça relève d'une réalité hyper large. Ça peut être à la fois le support psychologique, un soutien diététique, l'activité physique, mais ça peut être aussi des soins de socio-esthétique pour prendre en charge des toxicités cutanées, par exemple, qui peuvent être liées au traitement. Qu'est-ce qui vous a amené à imaginer Maison Soma ? Ça part de quel constat ? Alors, Maison Soma, on l'a imaginé à deux avec mon associé. Au départ, on n'est pas du tout professionnel. Mentionner, comment s'appelle-t-elle ? Julie. Julie comment ? Dolé. Voilà. On n'est pas professionnel de santé au départ et à vrai dire, il n'y avait pas grand-chose qui nous prédestinait à devenir entrepreneur, en tout cas sur le papier. On arrive sur ce sujet de la santé et du cancer spécifiquement pour tout un tas de raisons personnelles, pour avoir été touchée dans notre entourage proche par des personnes malades et aussi spécifiquement pour Julie, avec un passé d'aidante pendant plusieurs dizaines d'années qui l'ont sensibilisée à l'importance de l'extra-curatif dans la prise en charge des patients. Donc avec Julie, on s'est rencontrés dans notre ancienne entreprise, on était consultante dans un gros cabinet de conseil et quand on commence à réfléchir à cette problématique du cancer et des soins de support, le premier réflexe qu'on a, c'est évidemment d'aller interroger les patients et c'est ce qu'on fait il y a 2 ans maintenant. Et sur un panel défini. On va les chercher sur Instagram, sur Facebook, dans notre entourage et on va les interviewer pour comprendre quelle a été en fait leur perception des soins de support, de quoi ils avaient besoin, de quoi ils ont manqué, et si on devait imaginer un lieu différent, à quoi il ressemblerait. Et en fait, c'est eux qui nous aident à construire Maison Soma, en tout cas la façon dont elle existe aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui ressort ? Qu'est-ce qui devrait être amélioré en priorité, la toute priorité ? Alors, la priorité, c'est évidemment l'accès aux soins de support. Ça devrait être obligatoire. Donc, les médecins le disent, l'INCa le dit. En fait, il faudrait aujourd'hui un parcours de soins de support par patient touché. Et on est bien en dessous aujourd'hui en France. Donc, il y a un vrai sujet d'accessibilité. Aujourd'hui, les patients, quand ils ont envie de faire des soins de support, en fait, ils n'ont pas énormément le choix. Majoritairement, ils vont à l'hôpital. Mais on connaît aujourd'hui, on est sur un système de santé qui est en tension, donc il y a beaucoup de délais pour avoir accès aux professionnels. Ou sinon, ils se tournent vers des associations de patients, mais qui, elles, du coup, en ville, sont aussi surchargées face au flux important de patients qui ont besoin d'être suivis sur les soins de support. L'idée, c'est du coup d'imaginer un lieu différent, qui soit pluridisciplinaire, où toutes les personnes qui soient touchées par le cancer, qu'elles soient patientes ou aidantes, hommes et femmes, puissent retrouver l'éventail le plus large de soins de support pour pouvoir tout faire au sein d'un même lieu. Et justement, à ce jour, il existe un établissement ouvert en mai 2025. Oui. Concrètement, ça ressemble à quoi, la Maison Soma ? Alors, la Maison Soma, déjà, c'est un lieu en ville, très central et très accessible. Et ça, c'est ce que nous ont évidemment demandé les patients. C'est, s'il vous plaît, si vous devez faire un lieu qui ne soit pas dans l'hôpital, ne faites pas un lieu qui ressemble à l'hôpital. En fait, c'est trop compliqué à porter. Donc, Maison Soma, c'est dans le 9e arrondissement, c'est 200 mètres carrés, 7 salles de consultation, et c'est construit ni comme un hôpital, ni comme un cabinet médical. Pas de lumière blanche, pas de lumière blanche, pas de lino au sol, pas de bureau au milieu des salons de consultation avec le professionnel d'un côté et le patient de l'autre. On est sur des formats de salon avec des canapés et des fauteuils. On a une cuisine. Tout est fait pour qu'en fait les patients, quand ils passent la porte, ils se sentent véritablement chez eux. Ils ont envie de rester. Mais donc les patients, ils séjournent, c'est à la carte, on vient pour 1 heure, ça se passe comment ? Alors, personne ne dort sur place. C'est pas un lieu où les gens dorment. Après, les gens font comme ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, nous aujourd'hui, on a des patients qui viennent et qui vont faire, par exemple, leur consultation de psy. Ils vont venir pour leur consultation, ils vont prendre un café, puis ils vont repartir. Et puis après, on a des patients qui viennent et qui enchaînent, qui vont voir
le psychologue, qui vont faire un cours de sport, qui derrière vont potentiellement continuer avec de la sophrologie ou un atelier collectif. Et eux, ils peuvent rester plusieurs heures dans la maison Soma. Et vous intégrez des innovations technologiques ? Alors, on n'intègre pas spécifiquement d'innovation technologique. On travaille vraiment sur une prise en charge personnalisée des patients. Et donc ça vient aussi de notre expérience professionnelle auparavant. C'est de se dire, si on transpose toutes les problématiques, par exemple, du retail et de l'expérience client, comme on entend beaucoup à la santé, comment on fait pour mieux prendre en charge les patients quand ils ont des besoins spécifiques. Donc, ça veut dire les connaître, ça veut dire avoir leurs données de santé, savoir de quoi ils ont besoin. C'est du sur-mesure, connaître leurs aidants et pouvoir leur proposer, s'ils en ont besoin, un parcours à la carte. Et justement, en parlant des aidants, vous accueillez aussi les proches et les aidants. Oui. Vous mentionniez, c'était un point important pour votre cofondatrice. Pourquoi c'est déterminant justement dans le parcours de patient ? Alors aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que derrière chaque patient, il y a 1, 2, 3 aidants. Donc parfois, c'est les enfants, parfois, c'est les conjoints, parfois, c'est les parents, etc. C'est des gens aujourd'hui qui sont beaucoup oubliés, alors même que la maladie de leurs proches a un impact extrêmement important sur leur vie au quotidien, que ce soit sur leur vie professionnelle ou sur leur vie personnelle. Et c'est des personnes qui ont des besoins spécifiques. En fait, il faut les accompagner. Et c'est aussi la vocation de Soma, c'est de se dire, en fait, l'aidant est un patient comme un autre. Et il faut pouvoir lui proposer un parcours et puis il faut pouvoir l'aider au fur et à mesure quand il en a besoin. Et spécifiquement, on a donc le 6 octobre prochain, c'est lundi 6 octobre, c'est la journée mondiale des aidants. On organise une soirée gratuite à destination des aidants où on organise des ateliers, un groupe de parole spécifique, justement pour qu'ils puissent se retrouver entre eux et puis libérer un peu la parole. C'est une offre très qualitative qui a un coût, j'imagine. Dans quelle mesure est-ce que c'est accessible aux patients ? Alors, aujourd'hui, les soins qui sont proposés chez Soma, ils sont payants. Ils sont payants au même titre que si vous alliez voir un professionnel paramédical en libéral en ville. Aujourd'hui, les prix, ils sont dans la moyenne de ce que vous pourriez trouver. Donc, concrètement, ça veut dire qu'avec Julie, on est allé regarder sur Doctolib, on a pris 50 psychologues dans le 9e, on a regardé à combien était la consultation et on s'est mis pile poil sur la moyenne. Après, il y a évidemment un sujet de reste à charge pour les patients, parce qu'on sait que le cancer, c'est une maladie qui appauvrit. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir aussi les accompagner quand ils en ont besoin pour qu'ils puissent se faire rembourser leurs soins par leur mutuelle dans le cadre des packages de médecine douce qui sont proposés. Hervé, la dernière question te revient. Merci pour tout ça. Imaginons que je sois un investisseur parce que je trouve votre projet tout à fait formidable. Je sais que vous avez des concurrents, ça existe, des structures plus ou moins comparables. J'aurais une grande question. C'est quoi votre valeur ajoutée énorme, ce qui fait que votre offre est unique en son genre ? Et ma deuxième question, c'est Paris, c'est beau, et après, la province ? Alors déjà, on n'a pas énormément de concurrents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos concurrents, c'est les hôpitaux dans la limite de ce qu'ils peuvent offrir aux patients et les associations avec exactement les mêmes contraintes financières. Les structures comme les nôtres, dédiées 100% aux soins de support avec des professionnels qui soient tous spécialisés en oncologie, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc déjà, on est les premiers. Ensuite, les chiffres du cancer en France, on les connaît. Enfin, je veux dire, je pense que la presse en parle suffisamment. C'est 430 000 nouveaux cas par an. C'est 4 millions de personnes en France qui vivent avec un diagnostic de cancer. Et on sait qu'en plus, malheureusement, dans les 10 prochaines années, le chiffre ne va faire qu'augmenter et qu'empirer. Donc, le besoin des patients aussi va augmenter. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est comment on se développe. Évidemment, Paris, c'était... la ville qui, pour nous, paraissait la plus évidente parce qu'on est toutes les deux parisiennes. Après, derrière, c'est d'aller de se développer en province, évidemment. On compte en France 18 centres de lutte contre le cancer. Et donc, à minima, de pouvoir s'installer dans chaque ville où il y a un de ces centres de lutte. Parce que si le besoin en soins de support, il est évidemment très important à Paris, il est au moins aussi important en province. Merci Hervé, merci Clarisse Terrasson, cofondatrice de Maison Soma. Bonne chance à vous. C'était la pépite santé. À très bientôt pour une nouvelle édition de Santé Future.